Alors que personne ne s'y attendait, pendant sans doute le processus électoral le plus compliqué, le plus attendu et le plus complexe de notre histoire politique et démocratique depuis 20 ans, un jeune paraît. Un jeune courageux, mais aussi sulfuré. Sulfuré parce qu'il avait des propos qui dérangeaient. Courageux parce qu'il a porté sa candidature jusqu'à déposer une caution de 100 000 $. 100 000 $ qui était considéré comme un élément de blocage de la participation de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il a évolué. Aujourd'hui, il a grandi. Il est chef d'un parti politique. Il est aujourd'hui allé voir le Congolais, ce qu'il va faire tout à l'heure. Vous aurez compris que je parle donc de M. Seth Kikouni qui nous a fait l'honneur. Il est dans nos locaux, effectivement. Il nous a fait l'honneur, il a répondu à notre appel pour cet exercice que vous nous exigez, cet exercice de redevabilité politique. Il est venu parler avec le Congolais qui sont ici et qui sont ailleurs parce que vous avez envoyé les questions et vous aurez compris que je parle là de Seth Kikouni qu'on va recevoir aujourd'hui dans Choc d'idées. Bonjour Monsieur Seth, bienvenue dans cette émission. Je vais tout droit au but, je voulais savoir, vous avez été candidat à l'élection présidentielle dernière, élection à laquelle vous n'êtes pas sorti vainqueur et vous avez même eu très peu de voix. Vous avez 0,13% de voix, à peu près 20 000 votants comme ça. Je voulais savoir comment vous interprétez, vous, cet échec-là. N'avez-vous pas rencontré suffisamment de Congolais? N'avez-vous pas un projet attrayant? Qu'est-ce qui justifie cet échec? Quand vous regardez devant votre glace, vous dites que vous avez échoué. Pourquoi? Moi, je ne considère pas cela comme un échec. Parce que je suis entré dans la scène politique congolaise dans un contexte où la compétition était très élevée. Effectivement. Kabila devrait partir et l'opposition s'est rangée en ordre de bataille pour présenter le meilleur candidat qui soit. C'est dans ces contextes-là que je suis entré dans la scène politique congolaise. Je suis arrivé comme un inconnu, quelqu'un qui n'était pas enfant ou fils d'un ancien politicien, quelqu'un qui n'a jamais été chanté par les musiciens. Je suis vraiment tombé comme on disait dans le passé, un cheveu dans la soupe. Il fallait donc tout prouver. Tout ce que j'avais comme atout, c'était mon parcours académique, c'était mon parcours professionnel en tant qu'entrepreneur. Et il fallait aussi que je puisse déconstruire un récit, une histoire qui a été inventée à propos de moi. Parce que certains se posaient déjà la question si je n'étais pas un candidat fabriqué par X ou Y. Effectivement, on doutait beaucoup que vous ayez amassé 100 000 $ pour... voilà, donc c'était aussi un des avantages. Et il fallait surmonter cela. J'ai beaucoup travaillé, je me suis fait entourer de jeunes qui sont toujours avec moi. Avec eux, nous avons beaucoup communiqué sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, Seth Kikouni est toujours là, avec plusieurs jeunes chefs d'un parti politique. Sur les 21 candidats qui s'étaient présentés à ces élections-là, je crois que je suis parmi les 3 qui ont une forte visibilité. Je crois que c'est une réussite si on doit sur les réseaux sur cet angle-là. Non pas seulement sur les réseaux, nous avons connu une expérience à l'intérieur du pays et nous avons constaté que nous sommes connus. Vous avez été récemment en Bandaka? Nous avons été récemment en Bandaka. Comment ça s'est passé? Et pas seulement en Bandaka, nous avons des gens qui nous attendent dans presque toute la République. Et vous parlez des 0,13%. C'est vrai que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur ce qui s'est passé en 2018. Ah, vous doutez toujours des résultats? On continue à douter de ces résultats parce que les élections n'ont pas été organisées dans la transparence qu'il fallait. Vous parlez des 0,13%, mais moi je dis nous étions 21 et j'ai fini 7e. Ça, c'est une réussite. Ah oui, voilà. Ça c'est une réussite. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de Piste, qui est sorti récemment. D'ailleurs, beaucoup de gens posent la question, pourquoi attendre 4 ans après 2018? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et la deuxième question, c'est pourquoi un parti politique maintenant? Alors qu'en 2018, vous n'étiez pas porté par un parti politique. Oui, en 2018, j'étais candidat indépendant. Oui. Et nous n'étions pas pressés dans notre démarche. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous créez un nouveau parti politique, selon nos lois, vous devez attendre 5 ans pour présenter un candidat président de la République. Donc, créer un parti n'allait pas créer beaucoup de différences. Ensuite,
dans notre démarche, on ne voulait pas créer un parti classique. Le but, ce n'était pas de créer simplement un parti politique. Le but, c'était de construire toute une philosophie politique à laquelle les gens vont adhérer. Ça nous a pris du temps parce que nous avons travaillé dessus. Piste pour l'émergence, au-delà d'être un parti politique, c'est toute une philosophie, c'est toute une vision. C'est tout un réseau qui réunit plusieurs jeunes, c'est tout un esprit, parce que les gens qui sont avec nous sont convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un parti ordinaire, voilà. Donc il fallait bien préparer ces partis-là, il fallait préparer le contenu, il fallait travailler dessus, et voilà, aujourd'hui, nous avons le parti, et nous sommes fiers d'avoir ce parti qui est construit sur une philosophie bien déterminée. Lors de vos récents congrès, le parti vous a investi comme candidat à la nouvelle présidentielle qui arrive. Aujourd'hui, on dit un peu candidat déclaré. Vous endossez encore une fois cette responsabilité. Pourquoi pensez-vous que cette fois-ci, vous aurez plus de chances que la fois dernière? Non, mais parce que lorsqu'on s'est présenté en 2018, ce n'était pas pour figurer. Vous aviez l'ambition de réussir. Oui, l'ambition était là. Oui. Donc c'est simplement un renouvellement de cette ambition. Le contexte était difficile en 2018, comme je l'ai dit, mais ça l'est encore en 2020. Le contexte est encore difficile. Où les élections se disputent entre... Ce qui est sûr est que Seth Kikuni de 2023 n'est pas le Seth Kikuni de 2018. Ça, c'est factuel. Donc beaucoup de choses ont changé. Effectivement. Nous avons beaucoup appris aussi, et aujourd'hui, en tant que parti politique, nous nous préparons à présenter les candidats à presque chaque niveau, au niveau... pour gagner les législatives. Voilà, les législatives au niveau national, provincial, jusqu'au niveau communal. Donc nous préparons plusieurs équipes qui seront sur terrain pour parler non seulement du candidat Seth Kikuni, mais aussi du parti Piste pour l'émergence. Donc cette communication diffuse et dispersée dans toute la République démocratique du Congo créera une très grande différence dans l'obtention des résultats que nous poursuivons. Vous préparez les candidats pour les législatives. Est-ce que aujourd'hui vous faites l'opposition? D'ailleurs en 2018 vous avez fait l'opposition. Vous êtes dans le camp de réclamation de Martin Fayulu par exemple, qui pose des conditions avant d'aller aux élections, ou vous êtes plutôt de l'autre camp d'ensemble qui dit elle va aller aux élections, eux ils vont aller aux élections et puis battre Félix Tshisekedi, peu importe ce qui va s'organiser? Déjà ce n'est pas correct de diviser l'opposition en deux en incluant les autres opposants sous d'autres opposants. Ah mais c'est pas moi. Non mais c'est entre vous. Comme M. Martin Fayulu a fait sa déclaration, tout de suite après, Ensemble a tweeté pour dire que lui va aller. Oui, mais Martin Fayulu est président de l'ECD, Seth Kikuni est président de Piste pour l'émergence. C'est comme ça que je pose la question. Seth Kikuni est aussi dans l'opposition. Effectivement. Voilà. Et déjà à travers mes interviews, à travers mes tweets, vous allez constater que je fais partie de cette opposition qui réclame la tenue de bonnes élections, c'est-à-dire des élections libres, crédibles et transparentes. Je fais partie de ces opposants-là parce que nous ne voulons pas que 2018 puisse se répéter et nous allons nous battre jusqu'au bout pour obtenir des bonnes élections. Donc vous n'allez pas aux élections sans les préalables de l'audit, d'un nouvel audit du fichier électoral, de l'affichage de tous les enrôlés, un peu comme les signaux, la recomposition du bureau de la CENI. La recomposition du bureau de la CENI. La Cour constitutionnelle, voilà. Face auxquelles élections vous vous préparez dans ce cas-là? Parce que vous n'estimez pas, je pose deux questions, vous n'estimez pas que toutes ces revendications-là préparer une sorte de glissement pour le pouvoir? Parce que si on doit revoir le bureau de la CENI, on doit refaire un audit, ça va nous prendre du temps, on va dépasser le calendrier. Non, mais c'est parce que la CENI et le gouvernement a décidé de réagir à nos revendications aujourd'hui. Mais ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé ces revendications il y a 3 ans. Nous avons commencé à réclamer il y a 3 ans. Si nous avions écouté à cette époque-là, nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui. On ne peut plus faire marche arrière. Oui, mais écoutez, les élections, ce n'est pas une faveur que le régime ou encore que la CENI nous fait, non. Nous avons besoin de bonnes élections, c'est une exigence démocratique. Autant y aller en retard. Le retard ne nous concerne pas, parce qu'il y a un délai constitutionnel, il y a eu l'audit du fichier électoral qui a été organisé par la CENI, mais cet audit-là n'a pris que 2 jours. Alors, si l'audit peut prendre 2 jours, cela veut dire que si nous demandons à d'autres experts de faire le même audit, ça ne prendra pas plus de 48 heures.
Donc voilà, on aura quand même franchi une autre étape. Donc nous voulons l'audit parce que nous ne voulons pas déposer nos candidatures et nous présenter aux élections comme des vaches ou encore des chèvres qu'on amène à l'abattoir. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons des bonnes élections et nous nous battons pour l'intérêt général. Ici, il ne s'agit pas seulement de Seth Kikouni, il ne s'agit pas des autres opposants. Nous sommes en train de défendre les droits de tous les citoyens congolais. Parce que, bon, il y a des Congolais qui sont dans les coins reculés de la République, qui ont des projets, qui savent parler, qui peuvent gagner les élections. Mais dans un contexte où la transparence n'existe pas, il se peut que l'on nomme quelqu'un d'autre à leur place juste parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons vraiment que les gens qui vont se présenter puissent avoir la chance de gagner ces élections. Parce que le rôle de la CENI, c'est être comme un miroir, c'est être comme un vitre quand on parle de la transparence. Donc quand on regarde la CENI, on doit voir tout ce qui se passe derrière ce vitre-là. Vous êtes aujourd'hui à l'opposition, mais l'opposition aujourd'hui, c'est 4 figures phares. Pourquoi on ne vous voit pas parmi les 4? Je fais par exemple référence à la dernière rencontre. Je souligne qu'on tourne cette émission le 1er juillet. À la dernière rencontre hier avec le président de la CENI, on a vu les 4 figures phares, mais vous n'étiez pas là. Non, mais c'est parce qu'il faut d'abord comprendre que lorsque nous avons intensifié nos revendications, il y a une charte qui a été signée à Lubumbashi. Oui. Et vous n'étiez pas présent? Non, mais nous avons tous travaillé sur la charte. Okay. Maintenant, on devrait décider sur les personnes qui devraient signer cette charte-là, parce que dans l'opposition, il y a quand même plusieurs partis. Alors, à l'époque, la décision qui a été prise était la suivante. Les personnes qui se sont déclarées candidats présidents peuvent signer cette charte-là. Je n'étais pas encore investi par mon parti comme candidat président. Je n'étais même pas allé à Lubumbashi, j'ai laissé les autres aller là-bas parce que le but était de mener des actions communes pour l'obtention de bonnes élections, parce que ces élections-là nous intéressent aussi en tant que parti de l'opposition. Ils sont partis, ils ont signé, et c'est de là qu'est partie cette communication-là des 4 candidats présidents déclarés, que certains appellent aussi 4 leaders. Mais comme vous le savez comme moi, qu'on ne peut pas parler de leadership dans l'opposition, parce que, bon, tous les opposants ont encore tout à démontrer. Parce que ça va se jouer pendant les élections, ça va se jouer pendant la campagne, ça va se jouer pendant les tournées que nous allons réaliser dans le pays. Mais la communication était partie. Vous savez, les journalistes aiment des choses simples, ça simplifie aussi leur communication, c'est comme cela que c'est parti. Mais ce n'est pas que nous sommes impliqués, ce n'est pas que nous ne sommes pas impliqués. Nous sommes impliqués à fond, et ce n'est pas à la télé que nous allons dire ce que nous faisons exactement dans les coulisses pour l'obtention de ces bonnes élections. Des choses simples, on veut bien, mais quand le président de la CENI appelle l'opposition, quand on ne vous voit pas, ça ce n'est plus simpliste. Non, mais c'est parce qu'ils sont partis sur base de cette charte-là. C'est seulement question de la charte. C'est la charte la charte n'est pas évolutive. Ça n'a pas prévu de faire rentrer. Au moment venu, vous allez voir, il y aura certaines modifications au sein de l'opposition. Voilà, si nous voulons restructurer ce groupe-là, nous allons le faire, mais ce n'est pas cela le plus important. Parce que nous ne sommes pas dans une dynamique de désignation d'un candidat commun, nous ne sommes pas encore là. Justement, j'allais en venir. Le but c'est l'obtention de bonnes élections. Parce que si nous avons un processus crédible et transparent, ça va aider tous les opposants, tous les partis, tous les candidats à battre campagne comme il faut. Ça veut dire que l'opposition n'est pas dans la logique de la candidature commune? Non, en tout cas, il n'y a pas encore cela dans notre agenda. Les débats ne concernent pas, on ne va pas vivre Genève comme on a vécu en 2018. Nous ne parlons pas encore de cela. Parce que vous avez, je le dis parce que vous avez été quand même assez dur dans votre discours à l'Équateur, à Manaka précisément, où vous disiez à la population congolaise que ceux qui ont tué ces pays ne se trouvent pas que du camp de la majorité, ils sont aussi dans le camp de l'opposition. Vous faisiez allusion à qui, par exemple? Non, mais c'est une évidence que dans l'opposition, il n'y a pas que de ça. Nous avons dans l'opposition des gens qui ont quand même occupé des fonctions importantes dans ce pays et qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient de bons dirigeants. Donc je ne pense pas que c'est une mauvaise chose de le dire parce que l'opposition, finalement, ce n'est pas une machine où on restaure la propreté des gens qui ont fait du mal à ce peuple. Voilà, ce n'est pas une blanchisserie. Et il faut le dire, il faut que le peuple le comprenne. Parce qu'on peut faire du mal aujourd'hui et demain on revient dans l'opposition, on commence à tenir un discours différent. Et le peuple peut toujours se faire duper. Moi, je fais partie de l'opposition
je n'ai jamais travaillé, j'ai un projet. Alors c'est aussi ma responsabilité de dire à la population que toutes les personnes qui se réclament opposants ne sont pas des personnes crédibles qui peuvent... Donc vous allez battre demain. Et puis deuxième chose... Vous allez battre contre-campagne pour ces gens-là, apparemment. Je n'ai pas besoin de battre contre-campagne. Parce qu'ils ont tué ces pays, il faut donc pas que la population leur refasse confiance. Non, je l'ai aussi dit dans un contexte... Non, mais le contexte aussi était bien spécifique parce que nous sommes dans une démarche. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons de bonnes élections. Cela veut dire que nous visons l'intérêt général. Mais nous avons constaté qu'au sein de l'opposition, il y a un groupe qui ne pense qu'à l'intérêt personnel, à l'intérêt individuel. Cela veut dire que pendant que nous militons, nous nous battons pour l'obtention de bonnes élections, ils étaient prêts, avant que Kadima invite cette partie-là de l'opposition, ils étaient prêts à aller déposer des candidatures, malgré toute l'opacité qui entoure le procès électoral. Vous n'avez pas apprécié ça? On n'a pas apprécié cela, et puis nous leur avons clairement fait savoir que notre démarche ne consiste pas seulement à refuser de déposer les candidatures, mais aussi à empêcher ceux-là qui iront déposer les candidatures malgré tous les problèmes que nous connaissons dans ce processus. Juste une petite question avant que je prenne les autres. Vous n'estimez pas que cette façon-là de se réunir et puis de se désunir dans l'opposition ne rend pas crédible le combat de l'opposition que vous menez aujourd'hui depuis presque 9 ans? Si on vous voit encore demain vous taper dessus, parce que ça se sent qu'à un moment donné vous allez vous séparer, est-ce que la population qui compte sur vous, là, vous ne pensez pas à ses intérêts? Parce que la population veut vous voir unis. Est-ce que la population veut nous voir unis? Ça, c'est une question qui s'est posée à la population. À la marche du 20 mai. Oui, mais écoutez, ce que la population veut en réalité, c'est la tenue de bonnes élections. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit dans l'opposition? En réalité, si on a de bonnes élections, les candidats du pouvoir, c'est-à-dire de l'Union sacrée, n'aura vraiment pas de chance, aussi longtemps que les élections sont libres, crédibles et transparentes. Avec la force politique... On peut avoir 10 candidats, mais on sait que voilà, les candidats du pouvoir peuvent finir 5e ou 6e. La condition est qu'on ait de bonnes élections. C'est pourquoi on s'était réunis pour mener des actions communes en vue de l'obtention de bonnes élections. Il n'y avait pas un autre agenda derrière ça, on n'a pas communiqué là-dessus. Des attentes ont été fabriquées ou encore créées par les journalistes que vous êtes, parce que, bon, peut-être vous aimez aussi les sensationnels, mais les opposants dans leur communication n'ont jamais parlé d'une candidature commune, plutôt des actions communes en vue de l'obtention de bonnes élections. C'est peut-être parce qu'on a vécu ça en 2018 hein, qu'on a facilement fait référence à cette candidature commune. Mais on va parler un peu de pistes. J'aimerais, avant de prendre les autres, que vous nous parlez de pistes. Pourquoi piste? J'avais posé une question à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Pourquoi piste? Qu'est-ce que c'est piste? Quelle est la vision, l'idéologie des pistes? Et pourquoi maintenant? Est-ce que c'est simplement pour porter votre candidature ou c'est un parti politique que vous inscrivez dans le long terme parce que vous faites partie aujourd'hui parmi les 910 partis politiques que nous avons et vous semblez dire qu'on ne pourra pas arrêter la dynamique de création des partis politiques tout de suite. Pourquoi piste? Quelle est votre vision et qu'est-ce que vous voulez piste? Bon, piste pour l'émergence d'abord, c'est un parti politique qui a été précédé par la création d'un réseau qui réunit plusieurs personnes, pas seulement à Kinshasa, mais dans toute la République. C'est un réseau qui est basé sur une philosophie que nous appelons pilier. Donc pensez à une maison qui a 3 piliers comme fondation. La première fondation, c'est ce que nous appelons l'humanisme libéral. La deuxième fondation, c'est la poursuite du bien-être matériel. Et la troisième fondation, c'est la préservation de notre planète comme maison commune de toute l'humanité. Et cette maison-là, qui est construite sur ces 3 piliers-là, a 4 façades, donc ça veut dire 4 murs que nous appelons axes. Ce qui constitue aussi notre projet de société. Nous avons l'axe politique qui parle d'un leadership qui veut normaliser le système en République démocratique du Congo, avec comme priorité la formation de l'élite politique, parce que la politique chez nous, dans notre parti, commence avec la formation, nous insistons là-dessus. La deuxième priorité dans ces axes-là politiques consiste à valoriser
l'individu ou encore les citoyens compétents. Et la troisième priorité dans cet axe-là politique consiste à restaurer la respectabilité de l'individu, enfin, la respectabilité des institutions politiques par rapport aux citoyens. Parce que comprenez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où les citoyens, encore les individus, n'ont pas confiance aux institutions. Lorsqu'un citoyen congolais est arrêté, par exemple, par le policier, lorsqu'il est interpellé, la première des choses que cette personne fait, c'est cacher ses biens. Dans un pays normal, un citoyen ne peut pas avoir peur des citoyens. Aujourd'hui, nous parlons en processus électoral, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à la CENI, qui est censée être cette institution-là qui inspire le plus confiance. Donc voilà. Nous avons aussi l'axe économique qui dit clairement que nous voulons créer une RDC qui produit et qui grandit en produisant, avec comme priorité des investissements publics et privés dans le domaine social et puis le développement. Et puis nous avons un axe social qui parle de la redistribution équitable de nos richesses, avec comme priorité une éducation de qualité, la santé pour tous et puis la sécurité sociale. Et puis le quatrième mur, donc le dernier axe, tourne autour de la politique étrangère. Là-bas, nous parlons d'une diplomatie qui protège les intérêts nationaux de la République démocratique du Congo, que ce soit sur le plan bilatéral que multilatéral. Et nous parlons aussi d'une diplomatie qui vise la paix, la stabilité dans la région, et aussi l'accroissement de la visibilité de la RDC en tant qu'État et l'accroissement de l'affermissement de sa position géostratégique et géopolitique dans la région et puis dans le monde. Cette maison-là, bien sûr, est encadrée par ce que nous appelons les plans d'action, un peu comme les accessoires qu'on utilise pour la finition d'une maison. Ces plans d'action nous permettent, avant chaque mandat électoral, parce que la campagne approche, de proposer une vision chiffrée de ce que nous voulons faire, de ce que la République démocratique du Congo doit être, d'abord pour elle-même, pour la région et aussi pour le monde. Quand on parle de vision chiffrée, c'est en quelque sorte une forme d'inventaire qu'on va faire. Donc cela veut dire qu'avant de nous engager, nous allons évaluer. La République démocratique du Congo a besoin, par exemple, de 250 000 km de routes. À l'état actuel, nous avons 10 000 km de routes. On vous dit clairement que lorsqu'on prend le pouvoir, les 90 premiers jours, nous allons faire autant de kilomètres de routes. Ça, c'est notre vision à court terme. Après 365 jours, nous allons faire autant de kilomètres. Et après 5 ans de notre mandat, nous allons par exemple ramener ces 10 000 routes-là à 50 000 routes. Donc, il y aura une vision chiffrée sur presque tous les domaines. Et c'est sur base de ces réalisations-là que nous allons demander un troisième mandat. Parmi les plans d'action aussi, il y a un deuxième volet où nous parlons des piliers, des leviers, de ce que nous allons utiliser comme moyen pour atteindre ces objectifs-là. Et comme troisième pilier aussi, toujours dans ces plans d'action, nous parlons du cadre institutionnel, parce que nous avons besoin de lois qui peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et voilà en gros ce qu'il faut comprendre par rapport à Piste pour l'émergence. Je sais qu'il y aura des questions et ça va nous permettre d'entrer dans beaucoup plus de détails. Donc c'est un parti politique qui est construit sur une philosophie solide. Et cette philosophie-là nous projette dans le futur, nous permet de voir clair, de créer une République démocratique du Congo qui, comme je l'ai dit, va produire et qui va grandir en produisant. Voilà. Donc vous dites que Piste est un parti humaniste, mais qui met au centre l'individu. C'est un parti qui cherche le bien-être matériel. Donc vous pensez que le monde, ce n'est pas d'abord conceptuel, le monde, il est d'abord matériel. Et le troisième axe, c'est l'axe environnemental. Je voudrais commencer par l'axe environnemental, parce que le monde est écologique aujourd'hui. Tous, nous savons que le réchauffement climatique nous guette et il faudra que l'homme commence à réguler sa production pour ne pas faire périr la planète. Et pour ça, il y a un Congolais qui est venu, M. Bertin Mbouya. Il est expert en la question. Je vais l'appeler, applaudissez un peu, je vais l'appeler. Comme ça, avec lui, vous allez vous entretenir sur la question environnementale.
vous présenter légèrement et puis vous dites ce que vous avez à dire. Merci, journaliste, pour la parole. Je suis Bertin Bouya, militant pour la protection de l'environnement. Je suis finaliste en sciences et gestion de l'environnement à l'Université de Kinshasa, mais aussi ministre de l'Environnement et du développement durable de la coordination sénative de cette université. Monsieur Seth, il me paraît très jeune et sur Twitter. Je suis très content de vous voir. On peut la féliciter par rapport à ce que vous faites. Et depuis ces années-là, vous avez donné une nouvelle énergie. Par rapport à la parole qui m'a été apportée, vous savez, aujourd'hui, vous l'avez dit dans le parti, il y a un aspect environnemental très important. Vous avez raison de l'aborder ainsi parce que tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, il n'y a pas de développement sans parler de la protection de l'environnement. Parce que nous vivons le changement climatique. En Europe, c'est un peu plus qu'ici. En Afrique, du côté de Sahel, ce sont des grandes conséquences qui créent des migrations, des faim, ou même des troubles dans les communautés. Donc l'aspect environnemental est très important. La première petite question. Vous avez un pilier, mais s'il faut synthétiser, s'il faut dire au Congo, c'est quoi votre politique environnementale? Parce que la politique environnementale touche un peu tous les aspects. Comment vous allez vous y prendre pour protéger l'environnement, pour se servir de l'environnement afin de créer des richesses pour l'environnement? La deuxième petite question, ça concerne l'exploitation pétrolière. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. La solution, c'est la migration vers les énergies renouvelables, énergie propre. C'est une vision qui vient des États-Unis de l'Europe. Et nous aussi, nous l'abordons parce que nous voulons aussi des énergies renouvelables. Mais en même temps, il y a les mêmes pays européens, américains, qui continuent à polluer en grande quantité et qui continuent à exploiter leurs ressources naturelles, notamment le pétrole. Quelle sera votre position en tant que candidat président de la République par rapport à la problématique de l'exploitation pétrolière dans notre pays? C'est une problématique qui a créé le débat. Les uns disent que ce n'est pas écologique, les autres disent que ça en vaut la peine. Et vous, qu'est-ce que vous dites de l'exploitation pétrolière en République démocratique? Monsieur Seth, répondre aux deux questions. Si jamais vous en avez une troisième, comme ça vous allez réagir parce que ça va devenir difficile à mémoriser. Allez-y, monsieur Seth. Déjà, merci beaucoup. D'abord pour ce que vous étudiez. Je crois les questions environnementales, les études autour de l'environnement, c'est un domaine que beaucoup de jeunes Congolais négligent. Mais si nous avons fait de l'environnement l'un des piliers, c'est parce que nous avons tout simplement réalisé que la planète Terre, c'est la seule maison que nous connaissons pour les êtres humains. C'est vrai qu'avec la technologie et la science que nous avons aujourd'hui, nous fournissons beaucoup d'efforts pour aller voir aussi ailleurs, comme sur Mars et tout, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de technologie qui nous permettra de quitter la planète Terre. Donc c'est assez complexe. Alors nous avons cette obligation-là de protéger l'environnement. Pourquoi est-ce que ça fait partie de nos piliers principaux? C'est tout simplement parce que nous avons aussi en République démocratique du Congo les défis de développement. On doit se rattraper. Et pour se rattraper, nous devons industrialiser la République démocratique du Congo. Et vous savez, l'industrialisation veut dire pollution. Alors, le débat qu'il y a aujourd'hui, je sais vous poser cette question parce que les dirigeants actuels maintiennent déjà une certaine position. Ils pensent que voilà, on peut tout faire aussi longtemps qu'on s'industrialise. Moi, je suis contre cela parce qu'on risque de détruire non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi affecter l'humanité. Ce n'est pas parce que les Américains et les Chinois ont détruit et continuent à détruire que nous devons entrer dans la même démarche. L'avantage que nous avons aujourd'hui, par exemple, sur la question de l'exploitation pétrolière, est que nous avons une technologie assez développée pour cibler exactement là où nous pouvons puiser ce pétrole-là. Donc aussi longtemps qu'on investit beaucoup d'argent pour extraire ce pétrole-là de la meilleure façon, donc ça veut dire si on ne tâtonne pas, parce que ce que je vois avec ce gouvernement, les entreprises qui sont sélectionnées pour venir faire cette exploitation-là sont des entreprises qui n'ont pas assez de moyens. Les grandes entreprises sont réticentes. Pourquoi? Ce sont des entreprises qui appartiennent aux grandes puissances qui ne veulent d'ailleurs pas que la République démocratique du Congo puisse détruire son environnement parce que ça va aussi les affecter. Alors si on investit dans des grandes entreprises, dans la technologie qu'il faut, je crois que le problème de l'exploitation pétrolière ne va vraiment pas se poser.
parce qu'on a besoin de nous développer. Mais en même temps, on peut aussi utiliser la même technologie pour exploiter d'autres ressources. C'est vrai, aujourd'hui, l'énergie solaire existe et nous avons ces potentiels-là. Je crois que l'Équateur, là où il fait extrêmement chaud, là où le soleil est permanent, on peut développer, on peut placer des panneaux solaires, par exemple, pour produire assez d'électricité, pour alimenter presque toute la République démocratique du Congo, mais on aura besoin de l'argent pour ça. Dans notre partie, quand on parle spécialement de l'environnement, c'est vrai que on n'a pas encore élaboré en détail notre plan d'action, mais c'est qu'on essaie tout simplement de dire que quand on investit dans l'agriculture, quand on investit dans les routes, quand on investit dans tous les autres secteurs, nous n'allons pas utiliser les produits qui vont détruire la terre. On ne va pas utiliser des engrais chimiques qui feront en sorte que demain, lorsque nos enfants viendront faire l'agriculture, qu'ils ne trouvent plus ces terres arables-là qui font notre fierté et qu'ils puissent utiliser des engrais encore beaucoup plus améliorés qui vont encore détruire davantage la terre. Donc nous sommes vraiment conscients de cela et nous travaillons dans ce sens-là pour préserver justement notre planète et aussi notre pays. Juste aussi l'aspect... Oui, je voulais renchérir un peu la question avant que Bertin ne reprenne la parole. Vous parlez de moyens, ça veut dire qu'il nous faudra beaucoup de moyens pour avoir des technologies adéquates pour ne pas polluer l'environnement. Mais ces moyens-là, on va les avoir où? Parce que vous venez de dire que les entreprises qui ont et les moyens et la technologie ne veulent pas venir parce qu'ils veulent que nous protégeons notre faune et notre flore. Comment vous avez pensé à piste pour aller chercher les entreprises compétentes pour venir avec ces moyens-là? Parce que c'est un vrai problème. Il nous faudra nous développer, mais de l'autre côté, il ne faut pas polluer. Voilà. D'abord, la plus grande ressource que nous avons par rapport à cette question environnementale, ce sont nos forêts. Parce que normalement, la communauté internationale, parce que la zone de l'Équateur, Chuapa, toute cette zone, c'est pratiquement le deuxième plus grand sanctuaire du monde. Après l'Amazonie, nous avons de grandes forêts là-bas. Cela veut dire que la communauté internationale est censée nous payer beaucoup d'argent, des milliards de dollars pour que nous puissions préserver ces forêts-là. Donc la problématique du COP. Il est d'abord question pour nous de très bien négocier. Parce que nous avons vu ce que ce gouvernement a fait. Malheureusement, les négociations n'ont pas été très bien faites. On a eu Félix Tshisekedi, lorsqu'il a participé à cette conférence, il était beaucoup plus préoccupé à prendre des photos avec Joe Biden. Ah, mais dites pas ça. Mais c'était ça, au fait, parce qu'il n'a jamais été reçu. Il n'avait jamais été reçu par le président. La ministre de l'Environnement, par exemple, fait un travail remarquable. Non, mais oui, il cherche à se rattraper, mais non. Mais la première négociation nous avait promis seulement 500 000 dollars, et 500 millions de dollars, pendant que l'Afrique du Sud, qui coupe tous les jours ses forêts, avait pu quand même arracher plus de 16 milliards de dollars. Voilà. Est-ce que le problème, c'est la compétence des négociateurs, ou le problème, c'est peut-être les enjeux internationaux autour de la République? C'est la compétence des négociateurs, parce que la communauté internationale n'a pas de choix. Si on décide de couper nos forêts aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont celles à qui ils ne payent pas. Hein? Non, mais toutes les résolutions prises dans la COP ne sont quasiment pas... non, mais nous avons la plus grande forêt. On doit insister là-dessus. Parce que si aujourd'hui la forêt équatoriale n'existe plus, il y aura un sérieux dérèglement climatique qui va affecter tout le monde. Nous ne serons pas les premiers à être affectés. Nous serons peut-être les derniers à être affectés, mais nous serons affectés. Alors il faut que le monde entier puisse connaître ce problème-là. C'est à nous de communiquer là-dessus. C'est à nous de faire savoir aux citoyens du Venezuela, aux citoyens de l'Australie, aux citoyens du monde entier que cette question concerne tout le monde. Et nous avons la solution à ces problèmes-là et ils doivent contribuer pour que nous puissions préserver ces sanctuaires-là. Ces moyens-là, combinés avec les ressources internes, vont nous permettre justement de trouver assez de moyens pour nous développer en utilisant les ressources beaucoup plus propres et renouvelables. Monsieur Seth, merci pour votre passion à défendre l'environnement, vous l'avez dit dans quelques mots. Mais je voudrais ici rappeler quelque chose. Vous êtes en train de parler des crédits carbone. Les crédits carbone, pour l'avoir, il ne suffit pas... Bon, je n'entre pas dans les débats politiques, vous êtes politicien, mais sur le plan scientifique, pour accéder au crédit carbone, il faudrait des forêts mises en programme. Ça veut dire que vous avez autant d'hectares, mais il faudrait des études, qu'on voit dans ces hectares, quel est le potentiel des arbres qu'il y a, quelle est leur capacité à absorber autant de tonnes de carbone par année, quelle est sa composante biodiversité exactement. C'est avec ces données
que l'on part demander du crédit carbone. C'est pas comme ça. Raison pour laquelle vous allez voir dans notre pays l'entreprise qui jusqu'alors, ou l'organisme qui a initié Air Congo. C'est parce que simplement ils ont des forêts mises en programme du côté de Maïndombe. Et ces forêts-là sont connues. Il y a des chiffres à l'appui qui prouvent les potentiels de séquestration de carbone, les potentiels de la protection de la biodiversité dans cette forêt, et par conséquent, vous pouvez demander du crédit carbone. Mais c'est un travail qui n'a pas encore été fait dans notre pays. Ce n'est pas vraiment personnellement à condamner M. Seth ou M. Eli. Ou encore le régime en place. Bon, en quelque sorte. C'est un travail scientifique qui doit être fait, mais je crois que vous, en tant que candidat, vous devez aussi préconiser cela sans pour autant nous traîner pour essayer d'accuser l'un ou l'autre. Sur le plan d'énergie, par exemple, vous avez dit, vous avez donné votre position sur le plan de l'exploitation, vous avez besoin d'un monde meilleur, mais je voudrais vous partager aussi un point de vue en tant que Congolais, parce que j'en ai les droits, que la question d'exploitation, nous ne devons pas défendre l'environnement comme des Européens, comme des Américains. Aujourd'hui, nous parlons de changement climatique. Nous sommes affectés. Mais s'il faut établir les responsabilités, la République démocratique du Congo, votre pays pour lequel vous voulez militer pour devenir président, a une contribution de 0% dans le changement climatique. Et vous pensez que ces pays-là devaient être l'un des pays qu'on devait interdire d'exploiter le pétrole. Pourtant, l'accord de Paris permet aux pays en développement de mettre une certaine quantité de pollution dans l'air pour se développer. Vous avez parlé du développement. Je voudrais que M. Seth réagisse à cet argument-là, justement. Est-ce que vous pensez que nous devons Est-ce qu'on doit défendre ça comme les Européens? Donc, on dit transition écologique, nous venons ici, ne touchez pas au pétrole. Est-ce que vous avez raison? Mais écoutez, d'abord, vous avez parlé des recherches scientifiques. Vous avez totalement raison. Et les politiciens n'évoluent pas dans un monde à part. Les politiciens travaillent toujours avec des scientifiques. C'est votre travail justement de faire ces recherches-là et les soumettre aux politiciens. Parce que lorsque nous serons sur la table de négociation, nous allons utiliser ces données-là. Moi, je ne peux parler qu'en tant que politicien. Je vous dis ce que je peux faire. Je vous dis, nous avons la capacité de négocier parce que je pars de la présomption que ce crédit carbone-là, en République démocratique du Congo, existe. On devra valoriser cela. C'est le travail des scientifiques maintenant que nous devons d'ailleurs financer, qui viendront avec des éléments probants qui vont nous permettre de mieux négocier. Est-ce qu'il faut accuser les régimes en place? Mais j'accuse le régime en place parce qu'il me semble que le régime en place n'a même pas financé les scientifiques pour faire ce travail-là. Bon, sans pour autant prendre les camps de parti, je connais que pour la première fois, les scientifiques ont été réunis à Yangambi pour les travaux préparatoires, de la conférence de parti. Donc, les travaux préparatoires, justement, il y a eu Précop ici, donc au Palais du Peuple, mais avant Précop, le gouvernement par le ministère de l'Environnement a réuni les scientifiques du monde et les scientifiques congolais à Yangambi pour préparer la Précop en fait. Pour moi, je pense qu'il y a une implication. Je ne peux pas dire qu'il n'inclut pas les scientifiques. Bon, merci. Pour finir, pour citer une question sur... Non, une minute. Attendez. Une minute. Vous savez, vous êtes jeune. Lorsque vous jugez les politiciens, il faut les juger sur base des résultats, pas des intentions. Cela veut dire que vous avez d'un côté un prétendant à la magistrature suprême, que je suis opposant, je ne gère pas. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont géré. Cela veut dire qu'ils ont eu le temps de résoudre tous ces problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont organisé Précop, préparatoire, que vous devrez prendre position pour les défendre, non. Cela veut dire qu'en 5 ans... C'est l'objectivité, parce que vous avez dit, on parle devant le Congolais. Je suis objectif comme vous. Et les propos qu'ils sortent sont justifiables. Non, mais l'objectivité, non. Écoutez, 5 ans, c'est beaucoup d'années. En 5 ans, on accomplit beaucoup. Lorsque vous accordez 5 ans à un dirigeant, il faut être exigeant en termes de résultats. Il a organisé les conférences préparatoires, il a fait ceci, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut de résultats. Qu'est-ce qu'il a fait le jour de son bilan? Qu'est-ce qu'il nous dira? Il a organisé les travaux préparatoires, oui. La RDC, quels sont les résultats? Comment est-ce qu'il a négocié? Combien est-ce qu'on nous avons obtenu? Aussi longtemps qu'on a passé là, on ne peut pas... Je ne vois pas à quoi sert l'objectivité dans ça. Il n'est pas question d'objectivité. Nous cherchons des résultats. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, quand je confie à mon gérant un travail, je ne cherche pas l'objectivité, je cherche des résultats. Donc voilà. C'est parti, là. Monsieur Seth, pour finir, vous êtes en train de vouloir postuler pour un peuple qui répond par Ngam Norbong Sambogote. Lorsqu'on lui demande
de jeter son déchet dans la poubelle qui est vide à côté. Kinshasa la belle, aujourd'hui, on voit ce que c'est la beauté de Kinshasa à partir de ces déchets, des caniveaux remplis, etc. Qu'est-ce que vous ferez exactement pour finir avec l'insalubrité, non seulement à Kinshasa, mais dans le reste des provinces en RDC, si vous serez certainement élu président de la République? Merci beaucoup. Je m'attaquerai tout d'abord aux causes de l'insalubrité. Parce qu'avant de condamner la population, il faut aussi essayer de voir si le gouvernement fait quelque chose par rapport à cette question de l'insalubrité. Je crois que le gouvernement, en tant que responsable, devrait prévoir des poubelles chaque 50 mètres ou 100 mètres pour prévenir de telles choses. Parce que vous n'imaginez pas quelqu'un manger sa banane à la gare centrale et se promener avec la peau de banane jusqu'à magasin parce qu'il n'y a pas de poubelle. Je crois que pour éduquer les gens, il faut commencer par améliorer les infrastructures. Cela veut dire que s'il y avait des poubelles chaque 50 mètres, il ne faut pas minimiser les êtres humains, les Congolais. Ce ne sont pas quand même des animaux. Je crois que tout le monde veut vivre dans la propreté. Mais aussi longtemps que le gouvernement ne fera pas sa part, nous allons éternellement condamner les gens parce qu'on pensera que ces gens-là ont la mauvaise volonté, sont animés de mauvaise volonté et ils veulent jeter les déchets partout. Non, on doit d'abord commencer... Kinbopé, toi, a mis les poubelles aujourd'hui. Kinbopé, toi, a quand même réussi à mettre les poubelles un peu partout. Non. Mais les Congolais n'ont toujours pas cette mentalité-là. Non, mais pas partout, parce que c'est seulement sur le boulevard qu'il y a quand même quelques poubelles. Et je crois que le niveau de propreté sur le boulevard du 30 juin dépasse le niveau de propreté du reste de la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de poubelles sur le boulevard. Ça démontre justement ce que j'essaye de dire, que plus il y aura de poubelles, plus les gens vont s'habituer à jeter leurs déchets dans ces poubelles-là. Et il ne suffit pas seulement d'avoir aussi des poubelles, il faut aussi les évacuer. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on met des poubelles, ça s'est rempli, et puis le gouvernement ne fait rien par rapport à ces poubelles. Est-ce que vous réfléchissez à la question de la gestion des déchets, par exemple? Parce que ça, c'est bien sûr, parce qu'il faut... Notre devise, la devise du parti, c'est mobiliser, organiser, transformer. Et nous appliquons cela dans tous les domaines de la vie, y compris les déchets. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'on donne toujours pendant nos formations. Cela veut dire que la gestion des déchets nous a montré que même des poubelles, nous pouvons créer quelque chose de bien, de propre. Cela veut dire qu'aussi longtemps que vous les mobilisez, vous les organisez, vous mettez les plastiques d'un côté, les autres de l'autre, vous pouvez créer quelque chose comme le gaz naturel, vous pouvez toujours créer quelque chose. Notre devise, c'est mobiliser, organiser, transformer. Et le domaine de la gestion de déchets, d'ailleurs, c'est ce qui nous a inspiré. C'est parmi les éléments qui nous a inspiré à avoir cette devise-là. Merci beaucoup, Bertin. On peut encore applaudir pour Bertin. Mais avant de passer à notre Congolais, parce que Bertin a évoqué des points assez importants. Aujourd'hui, vous prétendez à la magistrature suprême, vous avez des promesses. Comme ceux qui sont là aujourd'hui, hier, ils avaient des promesses. Si jamais vous arrivez là-bas et que vous n'arrivez pas à réunir les moyens pour exploiter notre pétrole, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez fait ici, qu'est-ce que le Congolais doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire de vous? Je pose cette question-là parce qu'on l'a posée hier et aujourd'hui, ceux qui gèrent promettent encore. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ce que vous promettez, qu'est-ce que le Congolais doit faire de vous? Qu'est-ce que le Congolais doit faire de moi? Effectivement. Si jamais vous n'arrivez pas à réaliser vos promesses. Si je suis élu président. Effectivement, je parle. Ah non, ne vous en faites pas, nous allons réaliser toutes nos promesses. Comment le savoir? Ça, je peux vous l'affirmer, nous allons réaliser. Comment le savoir, M. Seth? Écoutez, nous ne promettons pas ce que nous ne pourrons pas faire. Quand je vous dis qu'on a un plan d'action et on vous explique ce que nous allons faire donc après 90 jours, ce que nous allons faire après une année, déjà lorsqu'on prend le pouvoir, vous devrez évaluer qu'est-ce qu'on a promis qu'on fera après 90 jours. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Vous allez commencer par là. Et si vous estimez qu'on ne l'a pas fait, faites des marches, nous allons démissionner, nous avons assez d'honneur pour le faire. Vous allez le faire. Voilà, nous allons le faire, nous allons tenir nos promesses. Parce que nous ne promettons pas ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Voilà le secret chez nous. Nous ne promettons pas ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. On va revenir sur le processus électoral avec un autre candidat que j'appelle devant le micro. Il va vous parler un peu du processus électoral. Je ne sais pas si... Dieu merci, est prêt? Prenez la parole. On va aller un peu plus vite. Vous vous présentez, vous faites comme Bertin, vous vous présentez et puis vous posez la question. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Setkukoun. Moi, je réponds au nom de Moulik, Dieu merci, congolais, juriste de formation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je parle au nom d'Eli. Alors, d'entrée de jeu, je vais faire comme les juristes avocats.
qui disent qu'avant de pénétrer les fonds d'une question, la forme doit en précéder. Simplement, on ne peut pas aller au fond sans vider la forme. Mais c'est cette Koukouni, vous faites aucunement pas une différence que les autres. Pourquoi je le dis? Parce qu'étant jeune, arrivé dans la scène politique, vous devriez par principe nous rapporter ce qu'on appelle une nouvelle offre politique. Mais malheureusement et curieusement, je vous vois venir avec des mêmes méthodes. Et ce qui me pousse à dire, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous arrivez en politique, vous nous amenez les mêmes méthodes, et c'est quoi? Entre autres, c'est la création des partis politiques. C'est-à-dire que vous faites ce qu'ont fait les autres par le passé. Parce que vous pensez vraiment que vous allez réussir si une fois vous êtes élu président de la République. Parce qu'il fallait quand même nous présenter quelque chose de nouveau. Mais vous nous présentez un politique politique. Moi, j'aurais voulu, à la place des partis politiques, à la place des partis politiques, nous présenter, par exemple, une école, des forums, des conférences, au lieu d'un parti politique. Si bien que dans un parti politique, il y a la formation qu'on appelle. Parce que le parti politique sous-entend une école aussi, où on doit former ceux qui prétendent faire la politique. Je préfère que M. Seth réagisse à cet argument directement. Je vous contredis à l'immédiat, tout simplement parce que, d'abord, Seth Kikouni entre dans la scène politique en 2018. Le parti vient d'être créé. Cela veut dire que nous avons pris notre temps. Deuxième chose, nous avons créé un parti assez particulier. Cela veut dire que notre parti politique ne s'intéresse pas seulement à la politique. Notre parti politique s'intéresse aussi à l'entrepreneuriat. Nous avons été à Mbandaka, nous avons un siège interfédéral. C'est un siège qui est divisé en deux départements. Il y a un département politique, il y a un département entrepreneuriat. Parce que nous investissons aussi dans des projets d'entrepreneuriat. Je crois qu'il n'y a pas assez de temps ici pour que je vous explique exactement ce que nous avons fait là-bas. Troisième chose, je l'ai expliqué au début, nous avons un parti politique qui est fondé sur une philosophie de développement. Et tous les autres aussi, hein? Non, mais attendez. Si je vous pose la question sur les autres partis politiques, si je vous demande de m'expliquer leur philosophie, vous ne saurez pas le faire déjà. Mais déjà, avec nous, vous comprenez que nous parlons de l'humanisme libéral, nous parlons de la poursuite du bien-être matériel, nous parlons de la préservation de notre planète. Et puis il y a l'aspect faire la politique chez nous. Je vous explique. Faire la politique chez nous, en 3 mots, c'est mobiliser, organiser, transformer. Je l'ai dit. Lorsque vous le résumez, mobiliser, organiser, transformer veut dire servir chez nous. Donc faire la politique chez nous, c'est servir. C'est servir qui? Attendez, j'évolue, attendez. Laissez M. Seth reprendre. Laissez-moi le temps de faire mon plaidoyer. Allez-y. Faire la politique chez nous, c'est servir. C'est servir la société. C'est-à-dire servir l'individu, d'abord en tant que subjectivité, qui est engagé dans des rapports sociaux avec d'autres subjectivités. C'est aussi servir l'individu comme une réalité inscrite dans l'histoire. Cette histoire-là évolue dans un cadre d'une temporalité qu'on appelle passé, présent, futur. C'est ça, faire la politique pour nous. Faire la politique pour nous, dans notre parti, signifie aussi une dernière chose, c'est servir son temps. Cela veut dire que nous voulons servir notre époque. Faire la politique chez nous, c'est s'engager. Nous appelons les gens à s'engager pour travailler et transformer la République démocratique du Congo. Nous avons derrière ça toute une philosophie. Il vous suffit de nous prêter oreille pour comprendre cela. Je sais que M. Eli reçoit beaucoup de politiques ici. Certainement, vous allez voir plusieurs candidats. Vous ne verrez pas un candidat qui aborde cette dimension philosophique derrière leur parti politique. Ça n'existe pas. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne changera pas. La politique reste la lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Et pour mener cette lutte-là, vous avez besoin d'un parti politique. C'est pourquoi nous avons créé un parti politique. On ne peut pas réinventer la roue parce que nous sommes prétendants
à ces pouvoirs suprêmes-là et nous devons nous battre. Pour nous battre, nous avons besoin d'un parti politique. Dans ces cas, vous ne serez pas représentant en 2018 en tant qu'indépendant. Non, mais c'est parce que notre constitution permet à un citoyen indépendant d'être président de la République. Nous sommes entrés dans la scène politique et aujourd'hui, nous voulons présenter des candidats à tous les niveaux. C'est cela la logique. Il fallait rester sur le même chemin parce que moi, personnellement, vous m'avez déçu. Parce que déçu pourquoi? Vous en prêtez les mêmes démarches que les autres. Parce qu'on a un problème dans ces pays, notamment à cause des partis politiques. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 1000 partis politiques. Alors, 910 selon le ministère de l'Intérieur. Non, mais écoutez. On a 910 partis politiques, mais on n'a pas 910 partis politiques actifs. Ça, il faut qu'on se le dise. Les partis politiques actifs sont moins de 30. Les partis politiques qui vont réellement compétir seront peut-être moins de 20. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. C'est comme les entreprises. Lorsque vous allez au guichet unique, vous allez voir que les entreprises se créent tous les jours. On a peut-être 50 000 entreprises enregistrées, mais les entreprises qui payent leurs impôts et taxes, qui fonctionnent, sont peut-être au nombre de 250. Alors, c'est un processus que vous ne pouvez pas empêcher. Vous concentrez-vous sur les partis qui sont visibles, sur les partis avec des candidats comme Seth Kikouni. Vous considérez que nous ne sommes pas dans une forme de prolifération de partis politiques comme on C'est une prolifération qui est justifiée. Oui. Parce que nous évoluons dans un contexte où les partis politiques existants, les grands partis politiques, n'ont pas instauré en leur sein un système démocratique qui crée l'égalité des chances pour tous les citoyens. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si moi je décide d'adhérer à l'UDPS, je n'ai aucune chance de devenir un jour président de l'UDPS pour briguer la magistrature suprême. Pourquoi? Or, un parti politique, c'est un État en miniature. C'est dans le parti politique qu'on prépare les dirigeants de demain. J'ai des cadres dans mon parti politique. Tous les cadres qui sont formés dans mon parti politique bénéficient de ce qu'on appelle la présomption des compétences. Cela veut dire que si je deviens président, c'est parmi les cadres qui sortiront des ministres, des DG d'entreprise, les gens qui vont diriger l'État demain. Donc quelqu'un d'autre peut être à la tête de piste pour l'émergence. Bien sûr, si nous organisons un congrès après 5 ans, nous organisons un autre après 10 ans, il y a notre candidat qui présente un meilleur projet que Seth Kikouni, il peut représenter le parti. Voilà, nous voulons d'abord instaurer ce système démocratique-là au sein du parti. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire que voilà, nous sommes en mesure de diriger l'État avec des règles démocratiques parce qu'au sein de notre propre parti, il y a cette démocratie-là. Allez-y. J'ai mis une charnière pour la deuxième question. Ouais. En droit, il y a deux choses. Sur les droits en tant que prérogative reconnue aux individus, soit d'abord, on jouit de ces droits. Deuxièmement, on doit l'exercer. Alors, les 30 politiques qui sont actifs, ils sont rangés dans les deux cadrans. Les cadrans des jouissances, des jouissances des droits et les cadrans d'exercice. Parce que là, ils exercent. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas réfuter l'autre cadran où ces partis-là sont reconnus juridiquement, mais c'est leur problème s'ils n'exercent pas. Donc je voulais quand même épingler cela parce que vous avez il y a 40 partis politiques qui existent et qui exercent. Posez votre deuxième question, effectivement. Vous appelez tout le temps aux élections libres et transparentes, mais s'il arrive que c'est lui qui organise, par exemple, les régimes en place, les pouvoirs en place, ces élections, et on sort vainqueur, allez-vous digérer sa victoire? Sinon, c'est quoi pour vous les élections libres, transparentes et crédibles? Est-ce c'est le renversement du pouvoir en place, tout simplement? Ou c'est quoi exactement les élections libres, transparentes et démocratiques? Merci beaucoup. Vous voulez regagner votre place, M. Seth, en attendant, il répond. Allez-y, M. Seth. Bon, déjà que comprenez que les élections, c'est une forme de compétition. Vous participez parce que bon, c'est un jeu. Bon, parlons de jeu. Il y a jeu lorsque une personne prétend être meilleure que l'autre. Effectivement. C'est comme un jeu de boxe ou un jeu de football. C'est-à-dire que quand Vita Club monte dans le terrain, il monte dans le terrain parce qu'il veut prouver à Daring Club qu'il est meilleur que Daring. C'est ça le but du jeu. Les élections aussi, c'est la même chose. Moi, j'ai dit j'ai un meilleur projet, vous devrez me lire. Félix Tshisekedi dit non, il a un meilleur projet. Bon, même si ce n'est plus vrai, il veut montrer dans les rings. Ce n'est plus vrai, son projet. Il veut montrer dans les rings. Maintenant, on a besoin d'un arbitre. Quelqu'un qui va déterminer les règles de jeu et s'assurer que
les compétiteurs respectent ces règles de jeu. Voilà. Donc, si les règles de jeu sont respectées et qu'on est sûr que l'arbitre est neutre, en tant que perdant, je serai un bon perdant, c'est cela le fair play. Dans le cas échéant, la CENI. Voilà, dans le cas échéant, la CENI. Cela veut dire que notre bataille en ce moment, c'est avoir une CENI qui prouve réellement qu'il est un arbitre neutre. Alors, il y a des préalables. Quand on dit élection libre, crédible et transparente, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que tout a été dit dans la Constitution et dans les lois électorales. Cela veut dire que dans le processus d'enrôlement, on veut la transparence. On veut voir des enrôlements où les machines qui enrôlent les électeurs ne se retrouvent pas dans les maisons de certaines personnes. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir des enfants se faire enrôler. On veut l'audit du fichier électoral. Cela veut dire que aujourd'hui, Kadima a fini son enrôlement. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? On a dit, Eli est parti se faire enrôler dans une école, Mokengeli. Après s'être enrôlé, on a besoin, avant d'aller aux élections, que la CENI puisse afficher la liste des gens qui se sont fait enrôler là-bas pour qu'on puisse voir si parmi ces gens-là, il n'y a pas d'effectifs. Parce que c'est peu qu'il y ait d'effectifs, on a vécu ça. On a vécu ça en 2006, on a vécu ça en 2011, on a vécu ça en 2018, on ne veut plus de ça. Qu'est-ce qu'on a encore dit par rapport aux élections passées? On veut une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cela veut dire que pendant les élections, si je déploie mes observateurs, ils seront là, la même journée, ils peuvent voir que voilà, ici, il y avait autant de nombre d'électeurs, 7 Kikouni a obtenu 40 voix, l'autre l'a obtenu 20 voix, on sait voir ça. Quand on va combiner ça, compiler cela, on sera en mesure, même avant la CENI, de savoir combien de voix on a obtenu exactement. Mais quand il n'y a pas cette transparence-là, comment est-ce qu'on peut parler des élections crédibles, libres et transparentes? Voilà, c'est ce qui pose problème. Il n'y a pas de transparence, il y a opacité, et nous avons l'impression que l'arbitre roule pour un camp. L'arbitre est en train de protéger un camp. Et puis ce qui nous dérange dans tout ça, est que quand nous, dans l'opposition, nous attaquons l'arbitre, la CENI, il y a un camp qui défend la CENI. Déjà, ça soulève des suspicions. Ils disent qu'ils sont légalistes, tout simplement. Non, ils ne sont pas légalistes, ils sont en train de protéger l'arbitre. Au contraire, ils devraient avoir les mêmes préoccupations que nous. Cela veut dire qu'ils devraient se rassurer que cet arbitre-là prépare et protège les règles de jeu. Je vais vous poser une question avant qu'on passe à la discussion sécuritaire internationale. Hier, vous avez fait l'opposition avec Félix Tshisekedi à côté de vous. Vous aviez les mêmes revendications. Élection libre, transparente, la CENI est partisane. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et il semble que l'UDPS reprend les mêmes méthodes que vous lui avez reprochées à l'époque. Quel est votre diagnostic du fait que même si on change des gens, les problèmes et les solutions qu'on apporte ne changent pas? Ça revient toujours à la CENI, justement. Ce qui s'est passé en 2018, vous le savez. En réalité, on n'est pas sûr que Félix Tshisekedi avait gagné les élections. D'après les résultats obtenus parallèlement, on parle de 14% obtenus. Mais il est président de la République aujourd'hui. 14%. Est-ce que Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a eu le courage d'aller à la CENI ou encore de demander à la CENI, il est président de la République, vous pouvez demander à la CENI et à la Cour constitutionnelle de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote pour lever tous ces doutes-là? Est-ce qu'il a fait? C'est pas à lui de faire ça, c'est celui qui réclamerait la vérité qui devrait quand il y a réclamation. Et il y a un procès, personne n'a pu... Non, c'est pas le rôle des opposants de faire cette démonstration. Si. Non. C'est celui qui accuse qui apporte la preuve. Non. Ils ont inventé quelque chose qui n'est pas vrai. Le rôle de la CENI, c'est créer cette confiance-là. C'est prouver à la population qu'il a été transparent. Vous demandez aux gens, comme les opposants, de dépenser leur argent, leurs moyens pour venir vous prouver qu'ils avaient gagné les élections. Parce que les opposants ont dit avoir mis les observateurs partout. Pas de problème, mais mettre les observateurs, c'est une option. On n'est pas obligé de le faire. Parce que nous sommes dans l'obligation de faire confiance à la CENI. Allez en Occident, les élections s'organisent. Le même jour, vous avez des résultats. Est-ce qu'ils déploient les observateurs partout? Non, parce qu'ils font confiance à la CENI qui organise des élections. Mais vous avez des gens à la CENI, l'opposition? Non, on n'a pas des gens à l'opposition. Ça fait partie de nos revendications cette année. L'opposition n'est pas représentée dans le bureau de la CENI. Mais ceux qui prétendent être les représentants de l'opposition, pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas, par exemple, les actes de leur nomination? Pourquoi à un moment donné, vous n'êtes pas légaliste? Ça veut dire aller, je ne sais pas moi, là, au Conseil d'État, ou je sais pas, attaquer les actes de leur nomination. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que nous, les disons déjà dans nos revendications que même la Cour constitutionnelle, c'est
entre les poches de l'exécutif. Finalement, dans les poches de l'exécutif. Toutes les institutions appartiennent à l'exécutif. C'est parce qu'on a vécu quelque chose d'inédit. Nous ne sommes pas des fous. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, peut-être dans l'histoire du monde, nous avons connu 3 présidents de la Cour constitutionnelle en 5 ans. Ça ne s'est fait nulle part. Parce que déjà, dans la logique de séparation de pouvoir, on protège le président de la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse travailler de façon indépendante. Déjà, si le président de la République peut violer la Constitution et nommer, comme cela l'enchante, des présidents de la Cour constitutionnelle, cela veut dire qu'il est en train de manipuler le pouvoir judiciaire. C'est un problème. Dieudonné Kalouba était là, en violation de la Constitution. On a fait sauter Dieudonné Kalouba. Sur base de quoi on l'a fait sauter? Pour mettre Kamouleta. Alors comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à Kamouleta pendant qu'il a été nommé par Félix Tshisekedi, probablement pour servir les intérêts de Félix Tshisekedi? On ne veut pas de cela. Vous savez que notre pays est agressé, M. Setz, et je veux faire venir quelqu'un d'autre. Ne vous en faites pas, hein, je vais prendre les questions, ne vous en faites en tout cas pas. M. Nixon va s'entretenir avec vous autour de questions sécuritaires, mais également la politique internationale, parce que c'est l'un des piliers de pistes pour l'émergence. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Bonjour, M. Setz Kikouni. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais vous féliciter parce qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle, une référence au sein de la jeunesse congolaise. C'est pour moi aujourd'hui une fierté de me tenir aujourd'hui devant vous. Alors, en 2018, vous étiez une surprise, un candidat sorti de nulle part. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, 5 ans après, on voit que vous êtes en train de vous affirmer dans la classe politique. On peut supposer que votre candidature de 2018 n'était pas de la figuration. Vous portez un projet pour notre pays, vous avez des aspirations présidentielles. Alors aujourd'hui, il se peut que vous vous mettiez un peu dans la peau d'un chef de l'État. Aujourd'hui, M. Setz Kikouni, ici, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays, beau pays, grand pays entouré de plusieurs voisins, est un pays qui vit depuis plus de 2 décennies des agressions multiples à répétition, parfois venant de l'étranger, des armées étrangères. Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani sous les yeux de la communauté internationale. Il y a même un procès aujourd'hui au niveau de la CIJ. Déjà, je ne me suis pas présenté, je m'excuse. Je m'appelle Nixon Inganda Bolumbe. Je suis juriste de formation et assistant de recherche dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Alors, sur le plan sécurité, notre pays a subi ou a eu à subir et continue à subir des agressions multiples, parfois venant des rébellions internes. Nous avons connu ça avec les CNDP de Laurent Nkunda Batoire, le M23 aujourd'hui, qui a eu à ressurgir après les agressions de 2013, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, par exemple, on voit l'appel que le gouvernement a eu à faire aux armées de l'EAC. Et aujourd'hui, le gouvernement, peut-être a vu son erreur, est en train de demander, tendre la main à la SADC. Vous, aujourd'hui, M. Setz, si vous êtes président, quelle posture allez-vous adopter pour mettre fin à ces multiples agressions, à ces multiples rébellions, en gros pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Allez-vous faire appel aux armées régionales? Allez-vous faire appel à une armée occidentale, par exemple, faire appel à la Russie, comme le Mali est en train de le faire? Quelle posture allez-vous adopter pour pacifier la République démocratique du Congo, puisque c'est une question clé qui concerne la majorité et beaucoup de citoyens congolais? Ça, c'est ma première question. J'aimerais que vous répondiez à ça comme ça. Effectivement, réagissez. Ok, merci beaucoup. Je crois que le problème que nous avons à l'est du pays, lié à l'insécurité, c'est un problème qui trouve aussi son origine dans la question que nous venons à peine d'aborder. C'est celui de la légitimité de nos dirigeants. C'est une question que vous négligez peut-être, mais ça joue un rôle essentiel parce que aussi longtemps que nous aurons un problème de légitimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui gèrent l'appareil de l'État ne reconnaissent pas de façon unanime que la personne qui nous dirige, en l'occurrence le commandant suprême, a été élu démocratiquement. Ça pose déjà problème. Parce que quand on parle de commandant suprême, on dit que c'est quelqu'un qui est en train aussi de diriger l'armée de la République. Déjà, si les militaires eux-mêmes pensent que
la personne qui nous dirige n'a pas été élue démocratiquement, ça pose problème. Donc il faut toujours revenir à cette question-là de la tenue des bonnes élections. C'est très important. Nous avons d'abord besoin d'un président qui soit légitime. Le président doit être légitime. Si le président est légitime et que sa légitimité n'est pas contestée, ça crée justement une unité de la nation autour du drapeau. Cela veut dire que tout le monde va commencer à regarder dans la même direction. Parce que même les rébellions, les personnes qui font des réclamations là-bas, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le pouvoir de Kinshasa. C'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la personne qui nous dirige. C'est parce qu'ils n'ont pas participé à ces processus électoraux-là comme il faut. C'est parce qu'ils ont participé à ces processus-là, ils se disent, voilà, la personne qu'on avait élue, ce n'est pas lui qui est président de la République. Est-ce que la légitimité... de tous les débats que nous avons aujourd'hui. Permettez-moi, monsieur, la légitimité de celui qui dirige est une justification de rébellion? Est-ce que parce qu'on ne reconnaît pas une légitimité qu'on doit prendre les armes, tuer les siens? C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème complexe. Oui. C'est un problème complexe. Ça commence par là. Ça commence par là. Parce que pour protéger la nation, vous avez besoin de l'armée. Pour protéger la nation, vous avez besoin d'un sentiment de patriotisme que tout le monde doit partager. Pour protéger la nation, vous avez besoin de gens qui vont s'enrôler dans l'armée. Mais comment est-ce qu'ils vont le faire s'ils ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est fait? C'est une question importante. Ce n'est pas une question qu'il faut négliger. C'est très important. Maintenant, en parlant de l'Est, c'est aussi un sujet assez complexe. Parce que l'Est de la République démocratique du Congo, je sais qu'on nous raconte l'histoire à moitié. Beaucoup de choses se sont passées là-bas entre 1960 et 1990 et entre 1990 et aujourd'hui. C'est une question qui tourne autour d'une minorité qu'on appelle les Banyamulenge, les Tutsi. Notre État avait fait fausse route quand ces conflits-là ont commencé. On avait commencé par régner le fait que les Banyamulenge, toutes ces personnes qui se sont réclamées Banyamulenge, pouvaient être aussi des Congolais. Nous avons oublié qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans nos pays voisins. C'est-à-dire, il y avait eu un génocide au Rwanda, il y avait aussi des problèmes au Burundi. Il y avait d'abord eu des problèmes au Burundi en 1992, qui avait fait assez que 300 000 réfugiés puissent entrer en République démocratique du Congo. Ensuite, il y a eu un génocide rwandais. Maintenant, puisque nous, déjà, à partir de la conférence nationale souveraine, et même avant ça, nous avons connu des problèmes avec cette minorité qui était aussi Tutsi, lorsqu'il y a eu génocide là-bas, Kagame, dans sa vision expansionniste, est venu avec un justificatif. Il a dit, voilà, moi je n'ai pas assez de richesses, je veux m'étendre là-bas, je veux prendre les richesses de ces pays-là, qu'est-ce que je fais? Je trouve un allié interne. Alors, qui était l'allié interne facile à manipuler? C'était nos Tutsis. Pourquoi? Parce que le discours était simple. Kagame leur a tout simplement dit que voilà, là-bas on ne vous aime pas, vous connaissez le problème. Un génocide vient d'être opéré ici, on a tué les Tutsis. Les gens qui ont tué les Tutsis ont fait un République démocratique du Congo. Là-bas aussi on ne vous aime pas. Les Interam qui sont des Hutus sont entrés là-bas, on va vous exterminer tous. Si vous êtes Tutsis de la République démocratique du Congo à l'Est, qui est-ce que vous allez écouter? N'est-ce pas Kagame? Alors, c'est là que le problème a commencé. Nous, en tant qu'État, nous avions d'abord ce devoir-là d'inspirer confiance à ces compatriotes-là Tutsis, parce qu'on ne peut pas renier le fait que les Tutsis congolais existent. Parce que les frontières telles qu'elles existent là, même avant 1960, c'est clair qu'il y a eu des mouvements de migration entre les frontières. Et ce n'est pas seulement à l'Est que nous connaissons ce problème-là. Au Sud, nous avons les Bemba qui sont en Zambie, sont en République démocratique du Congo. Au Nord, nous avons des peuples de Centrafrique qui sont là-bas, ils sont aussi chez nous. À l'Ouest, nous avons des peuples qui sont en Angola, qui sont aussi chez nous. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits là-bas qu'on doit renier le fait que les Banyamulenge existent. Donc on devrait d'abord s'approprier de ces peuples-là, parce qu'un villageois, il faut qu'on se le dise, ne comprend pas ce que c'est la notion de nationalisme. Tout ce qu'il comprend, c'est le patriotisme. Cela veut dire que ça, c'est ma terre, c'est ici que j'ai fait mon champ, c'est ici que j'élève mes bêtes, c'est ici que vit ma famille, c'est ici que je vis. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, au regard de la Constitution, ces Tutsis-là bénéficient de la nationalité congolaise. Parce que la Constitution est claire. Et congolais, toute personne appartenant à une ethnie faisant partie ou de groupes ethniques avant 1960. Le 30 juin 1960. Et au regard de cette constitution-là, même de la loi portant la nationalité de 2004, ces gens-là, ou cette minorité-là, bénéficient bel et bien de la nationalité congolaise. Alors, vous parlez de s'approprier ou de les intégrer, mais ils sont intégrés.
Et est-ce qu'est-ce qu'ils continuent mais à le problème, revendiquer? Est-ce que vous reconnaissez que les Banyamulenge sont congolais, par exemple? Ils sont congolais. Écoutez, le problème avec les juristes... Je voudrais vraiment que vous répondiez à cette question. Oui, attendez, Les je vais répondre. Sont-ils congolais? Oui, il y a des Banyamulenge congolais. Il y a des Banyamulenge. Non, mais j'ai écrit une thèse de maîtrise sur cette question-là. Ma thèse de maîtrise en relations internationales portait sur les crises humanitaires et l'ingérence humanitaire. Depuis 1994 jusqu'en 2004, j'ai traité le cas du génocide rwandais, de la guerre en République démocratique du Congo et du conflit au Darfour. Donc ça veut dire que les Banyamulenge congolais existent parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'émigration. D'abord avec les Belges, parce que les Belges dirigeaient la République démocratique du Congo, colonisaient la République démocratique du Congo, le Rwanda, Urundi. Cela veut dire que pour des raisons agricoles et d'élevage, ils déplaçaient les populations. C'était avant 1960. Donc le président avait raison de le dire. Et les gens qui sont venus avant ont été déplacés par les Belges, on ne pouvait rien faire. Ensuite, le Belge, à cause de leur politique coloniale au Rwanda, ils privilégiaient les Tutsis et maltraitaient les Hutus. Quand les Hutus ont pris le pouvoir en 1960 au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à maltraiter les Tutsis. Tous ces Tutsis-là qui étaient maltraités, où est-ce qu'ils fouillaient? En République démocratique du Congo. Grégoire Kayibanda au Rwanda maltraitait les Tutsis, Juvenal Habyarimana a fait la même chose. Et lorsqu'il y a eu génocide encore, en 1990, il y a eu d'autres vagues. Donc on a eu 3 vagues. La confusion s'est créée avec la dernière vague. Parce que lorsqu'il y a eu dernière vague, les Tutsis qui étaient au Congo avant 1960, ils ont dit une chose. Nous ne sommes pas de Banyarwanda, nous sommes des Banyamulenge. Qu'est-ce que ça veut dire? Mulenge, c'est un village en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas voulu qu'il soit identifié aux nouveaux venus. Ils voulaient être identifiés ici. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Les Banyamulenge n'existent pas, vous êtes des Banyarwanda. Déjà, nous les avions écartés nous-mêmes. Deuxième chose, le problème avec les juristes, c'est quoi? La loyauté ne se crée pas seulement avec un lien juridique avec l'État. La loyauté est surtout sociologique. Lorsque quelqu'un dit que moi je suis Munyamulenge, toi tu lui dis tu es Munyarwanda, cela veut dire que tu es en train de le renvoyer à ses origines. Et tu es en train de dévier automatiquement sa loyauté. Et quand tu le renvoies là-bas, il se sent en insécurité, c'est toi qu'il va attaquer. Si tu tapes ton chat dans une salle fermée, il n'y a pas de fenêtre, il cherche à fouiller, il ne trouve pas. C'est toi qu'il va mordre, c'est toi qu'il va griffer. Oui, là, vous avez évoqué la succession des migrations. 3 migrations qui se sont produites, et selon vos dires, on peut comprendre qu'il y a les 2 précédentes migrations ont fait à ce que ces gens-là venus des régions extérieures, des États extérieurs, ont pu s'intégrer et se nationaliser, devenir des Congolais. La problématique qui se pose est celle de la dernière migration où on ne sait pas à qui va leur allégeance. Alors vous, par exemple, si aujourd'hui il vous arrivait de traiter cette question-là des Banyamulenge, quelle sera votre appréhension, quelle sera votre action par rapport à ces groupes-là? Auriez-vous à faire, par exemple, à retirer la nationalité collective à ces gens-là, qu'ils puissent la réclamer individuellement sur base de leur ascendance, ou accorderez-vous une nationalité collective et probablement vous aurez à l'idée de la problématique de l'allégeance de cette dernière migration qui, pour la plupart des gens, va au Rwanda? Bon, écoutez, le rôle de l'État, c'est imposer une certaine identité à tous les citoyens. Il existe 2 formes d'identité. Il existe ce qu'on appelle une identité objective et une identité subjective. L'identité objective, c'est quelle identité? C'est l'identité que tu hérites de tes parents. Tu ne le choisis pas. Cela veut dire que si tu es Louba, si ton père était Louba, quand tu viens au monde, on te considère comme Louba. Ou disons Kassaïen, n'est-ce pas? Maintenant, il se peut que tu sois Kassaïen, mais tu étais né à Kinshasa. Quand tu atteins l'âge de 18 ans, quelqu'un te dit tu es Kassaïen, tu es Louba. À partir de l'âge de 18 ans, tu peux te réfugier dans ton identité subjective. Cela veut dire que tu peux te dire, tu sais quoi, moi je ne me sens pas Kassaïen, je me sens beaucoup plus quinois. Tu as la possibilité de faire ça. Ça, c'est ton identité subjective. Vous comprenez un peu? Alors, parallèlement, nous avons aussi ce qu'on appelle l'identité supérieure et l'identité inférieure. L'identité inférieure ressemble à l'identité objective. Cela veut dire que tu es Louba, tu es ce que tu es, mais en même temps, l'État vient, il dit, tu es Louba, mais moi je te donne l'identité congolaise. C'est ça, maintenant, le lien juridique que l'État crée avec ses citoyens.
Maintenant, nous avons 3 scénarios. Le premier scénario est le suivant. Tu dis, je suis Louba, mais je suis aussi en même temps congolais. L'État aime ça, c'est l'harmonie. Parce que même notre constitution dit, nous sommes tous congolais, mais je protège toutes les ethnies, toutes les cultures. Mais il y a un deuxième scénario. Tu viens, tu dis, je suis Louba, je ne reconnais pas la République démocratique du Congo, je m'en fous. Un Tutsi peut dire ça, n'est-ce pas? Il dit, moi je suis seulement Tutsi, je ne reconnais pas la République démocratique du Congo. Comment est-ce que l'État réagit? Avec violence, il n'aime pas ça. Parce que l'État ne voit pas les ethnies. L'État veut voir quelqu'un dire que voilà, je suis congolais. L'identité nationale. Voilà. Le troisième scénario, c'est le suivant. Tu peux aussi dire, moi, Louba, là, ça ne m'intéresse pas. Je suis seulement congolais. Il y a des gens qui disent ça, n'est-ce pas? Moi, je suis seulement congolais, les tribus là et tout, ça ne m'intéresse pas. L'État aussi adore ça. Donc, c'est à notre État de créer d'abord une politique d'assimilation et d'intégration pour absorber toutes ces populations-là. Parce qu'on a un problème sérieux d'identification et d'identité. Il y a une crise identitaire sérieuse à l'est du pays. Mais comment le faire? Cela veut dire que... Non, mais oui. il faut d'abord ramener la présence de l'État là-bas. L'État n'existe pas là-bas. Il y a des territoires à l'est du pays où le franc congolais ne passe pas. Et cela dépend aussi des infrastructures. Quelqu'un qui est né dans les Sankourou, le seul moyen pour lui pour arriver à Kinshasa, c'est prendre un avion. Vous ne pouvez pas créer l'unité nationale comme ça. Il faut que quelqu'un soit en mesure de prendre une voiture, de se déplacer là où il veut. Aussi longtemps qu'il y aura ces barrières-là, il y a d'autres personnes qui vont se rapprocher de villes ou encore de capitales qui sont beaucoup plus proches. Leur loyauté ira là-bas parce qu'ils ne se sentent pas congolais. Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. C'est pourquoi notre parti, on parle de cette poursuite-là de bien-être matériel qui parle aussi de la modernisation de la République démocratique du Congo. Cela veut dire qu'il faut beaucoup investir dans les infrastructures pour que tous les Congolais puissent sentir appartenir à la République démocratique du Congo. Parce qu'aussi longtemps que nous vivons cette crise identitaire-là, nous allons connaître ce problème-là. Les gens qui sont à l'Est se sentent beaucoup plus proches du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi que de Kinshasa et ça va continuer à poser problème. Voilà. Je crois qu'on est en train d'arriver à la fin, on va prendre quelqu'un d'autre. Une dernière question. Non, mais permettez qu'on prenne quelqu'un d'autre parce que la régie me fait vraiment signe qu'on est arrivé à la fin. On va prendre Elie, effectivement. Et puis, voilà. Vous posez directement votre question. Non, ne touchez pas le micro, vous posez directement votre question parce qu'on est vraiment à la fin. Bonjour. Permettez-moi de vous exiger une réponse genre oui ou non. Pour matérialiser votre vision, vous ne voyez que la magistrature suprême? Oui. Vous ne pouvez pas vous faire élire en tant que gouverneur ou d'autres? Non, j'ai besoin du pouvoir suprême. Voilà, je passe pour la deuxième question. Permettez-moi de lire la question. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Voilà. Est-ce que vous vous sentez prêt de travailler avec les autres une fois que vous n'êtes pas élu président de la République comme vous prétendez? Dans un scénario... Êtes-vous prêt de travailler avec les régimes actuels au cas où le régime est réélu? Non, pas le régime actuel. Parce que là je voulais savoir si vous allez vous comporter en Madame F. Excusez-moi, c'est une dame que j'avais vraiment appréciée. Mais bizarrement, curieusement, après que Martin Fayou ne soit pas élu comme président de la République, il a préféré passer de l'autre côté, puis il a accepté le ministère en fait. Non, je voudrais préciser quelque chose de très important. Peut-être que vous ne l'avez pas noté à l'introduction. J'ai dit, Piste pour l'émergence est fondée sur l'humanisme libéral. Cela veut dire que pour nous, l'humanité est sacrée et l'humanité, c'est l'individu. L'UDPS, déjà, c'est fondé sur l'humanisme socialiste. Cela veut dire que pour eux, l'humanité est sacrée, mais l'humanité, pour eux, c'est le collectif, c'est le groupe. C'est pourquoi ils parlent du peuple, peuple, peuple. Déjà, sur le plan philosophique, nous ne défendons pas la même chose. Donc, c'est très difficile pour nous de travailler ensemble avec eux. On peut faire des alliances avec les autres, mais on ne veut pas entrer dans cet amalgame-là où vous contracter des mariages contre nature et après... mais c'est du réel politique, c'est la réalité politique. Oui, mais même en étant dans l'opposition... Mitterrand était obligé de gérer avec la droite également. Non, mais s'il le faut, mais écoutez, si on a nos députés nationaux, provinciaux, on va jouer le rôle de l'opposition. Parce que l'opposition aussi contribue à la marche du pays. Pourquoi ne pas travailler avec les régimes actuels? Vous avez été avec elle à l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je voudrais vraiment savoir. Pourquoi vous ne travaillez
travaillerez jamais avec M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous lui reprochez, par exemple? Non, mais ce n'est pas personnel. Il ne faut pas personnaliser l'affaire. En 2018, vous n'étiez pas social-démocrate. Non, mais pourtant, vous étiez avec lui. Non, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi. Oui. Donc, nous avons une vision. Déjà, j'ai dit, je suis prétendant à la magistrature suprême. On commence d'abord par là. Cela veut dire que, vous voyez cette chaise, si c'est là la chaise de la présidence, ça ne peut pas prendre 2 personnes, sauf si tu es une femme, tu veux venir te mettre ici. Ah bon? Si tu es un homme, tu ne peux pas. Vous comprenez un peu? Ça ne peut prendre qu'une seule personne. Ce qui veut dire que pour que moi je me mette là-bas, Félix Tshisekedi doit s'élever. C'est déjà ça le principe. Ce qui veut dire que, puisque moi je suis prétendant à la magistrature suprême, je préfère compétir pour prendre cette place-là. On ne vous verra jamais ministre dans ce pays, sauf président de la République. Vous voulez que je fasse une promesse ou... Allez-y. Bon, mais j'ai des gens qui peuvent être ministres, ne vous en faites pas. Donc voilà, ça c'est... Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette compétition-là. Et puis dans chaque critique que nous émettons, il y a forcément une proposition. Donc c'est à l'autre partie de voir cette Kikouni ou Piste pour l'émergence a fait cette critique. Qu'est-ce que nous pouvons soutirer de cette critique-là pour construire une meilleure République démocratique du Congo? Une toute dernière question. Ici, je vous regarde en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un commerçant. C'est quelqu'un qui sait très bien utiliser ses 1000 francs, ses 2000 francs, ses 3000 francs. Alors, vous êtes ancien candidat à la présidentielle, aux élections précédentes. Vous avez dépensé votre argent, 100 000 $, je ne sais pas, la caution était combien? 100 000, évidemment. Voilà. Cette fois-ci encore, nous vous voyons gaspiller vos 100 000 $. Moi, excusez-moi de dire gaspiller, parce que vous et moi, monsieur Seth, vous et moi, je ne sais pas si je vais vraiment vous choquer, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas passer aux élections. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi, je me dis, vous pouvez utiliser votre 100 000 $ pour une autre cause. Alors, je vais vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ou Karma, vous voulez vous faire appeler candidat le plus jeune, candidat présidentiel le plus jeune comme autrefois. Réagissez, monsieur Seth, très rapidement. Moi, je me pose une question simple. Il n'y a qu'un entrepreneur qui peut se permettre de payer 100 000 $ comme caution de candidature. Un député ne peut pas le faire. Un président de parti politique ordinaire ne peut pas le faire parce que vous savez, les partis politiques en République démocratique du Congo ne cotisent pas. Alors, si ça vous choque que cette Kikouni dépense 100 000 $ pendant que nous étions 21 et ça ne vous choque pas, vous ne vous êtes jamais posé la question où est-ce que Félix Tshisekedi avait trouvé ces 100 000 $. C'est cette mentalité-là que moi je suis en train de combattre. C'est cette mentalité-là que moi je suis en train de combattre. Parce que s'ils avaient mis ces 100 000 $ là, c'était pour écarter exactement des gens comme toi et moi. Parce qu'ils savent que les jeunes dans ce pays ne peuvent pas trouver cet argent-là. On a trouvé un moyen pour contourner le système. On est vraiment en train de chuter. J'ai énormément de questions. Si je dois donner la parole à tout le monde, ça va être extrêmement difficile. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais permettez-moi, on va faire un truc. Permettez-moi. Je vais lire vos questions. Par exemple, Ruben et Woko, étudiants à la faculté des sciences, vous posent une question, sciences agronomiques. Il dit, quelle est votre politique que vous allez mettre en place pour la sécurité alimentaire? J'ai trouvé cette question pertinente parce que vous savez que la République démocratique du Congo, jusqu'aujourd'hui, 63 ans après, nous allons acheter les maïs, par exemple, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire pour que nous n'achetons plus les maïs à l'extérieur? Et il a couplé la question à celle de l'inflation. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre la problématique de l'inflation que nous vivons, nous ne cessons de vivre dans ces pays? En réalité, l'insécurité alimentaire, en réalité, c'est vraiment pas un problème chez nous. Le problème, c'est le manque d'infrastructures pour relier toute la République. Parce que lorsque vous allez dans le Congo profond, vous allez réaliser que les gens font l'agriculture, les gens font l'élevage, mais seulement ils n'ont pas de moyens pour déplacer leurs produits agricoles vers les centres urbains. Parce que le secteur qui emploie le plus de gens en République démocratique du Congo, 70% d'emplois est créé par le secteur agricole. Cela veut dire que le problème n'est vraiment pas la production, mais sa redistribution dans toute la République démocratique du Congo. Parce que nous avons quand même 80 millions de terres arables et les Congolais travaillent dans tous les coins et recoins. Mais si on veut quand même intensifier cela, on va créer des brigades agricoles, en quelque sorte militariser l'agriculture pour que la surproduction puisse nous permettre de vendre aussi à l'extérieur et de nous faire beaucoup d'argent. Mais le plus grand problème, comme je l'ai dit, c'est d'abord désenclaver. C'est créer des routes de dessert agricoles et on va résoudre plus de 80% du problème. Et la question inflationniste alors? La monnaie, notre monnaie qui ne cesse de se déprécier. Comment vous allez faire? La production locale.
aussi longtemps qu'on ne produira pas localement, aussi longtemps que notre économie sera extravertie, aussi longtemps que le commerçant qui importe le maïs dépensera plus de la moitié de sa devise à l'étranger au lieu de dépenser cette monnaie-là en République démocratique du Congo, nous allons toujours connaître ce problème-là d'inflation. Donc la solution, c'est comme nous l'avons dit, sur le plan économique, nous visons de créer une République démocratique du Congo qui produit et qui grandit en produisant. Donc nous visons la production locale. Vous comprenez que les pouvoirs en place, par exemple, prennent plus de temps pour stabiliser les taux de change. Parce qu'il faut, vous avez dit qu'il faut la production. Ça non, mais pas ils n'ont aucune politique de production locale, c'est cela le problème. En 5 ans, on n'a rien vu comme politique de production locale. Ils n'ont pas commencé, au fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes président de la République, nous constatons que le secrétaire général du parti au pouvoir, même le président, au lieu de donner le bilan, il préfère s'attaquer aux gens. Ça prouve qu'il n'y a pas de bilan. Parce qu'en fin de mandat, qu'est-ce qu'un président de la République fait? Il vient, il dit, voilà, moi j'avais trouvé 10 km de route, j'en ai construit 10, donnez-moi 5 ans, je vais ajouter 10 autres, on aura 30 km. C'est tout ce qu'on demande à un président de la République. Mais il y a d'autres chiffres. Il y avait 5 écoles, j'en ai construit 5 autres, donnez-moi 5 ans de plus, je vais construire 10 autres. Il y a des chiffres sur les budgets, par exemple. Aujourd'hui, on a une croissance de 8%, on a un budget de 16 milliards. Non, mais cette croissance-là, elle est constante. Cela veut dire que nous avons connu cette croissance-là même depuis l'époque de Kabila. Mais le problème est que, est-ce que ça se reflète sur le social de la population? Est-ce que la redistribution de cette richesse-là est faite de façon convenable? Non. La seule chose qui a changé à République démocratique du Congo, quelqu'un l'a dit, ça m'a fait rire, en réalité, ce sont les plaques des voitures de la présidence. C'est le changement visible que nous avons vu. Ça a changé comment? C'était vert, c'est devenu rouge. Ah, vraiment? Pour le reste, on ne voit pas de changement. Parce qu'il y a eu dégradation du pouvoir d'achat. Celui qui gagnait l'équivalent de 100 $ il y a 2 ans, aujourd'hui, avec ces 100 $ là, en francs congolais, il ne sait pas faire plus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si en 2016, avec 100 $, je pouvais acheter 10 téléphones, je donne un exemple, et qu'aujourd'hui, avec 100 $, je n'arrive à acheter que 5 téléphones, cela veut dire que je me suis appauvri. Parce que si à l'époque, j'avais acheté 10 téléphones, et qu'aujourd'hui, je peux vendre ces 10 téléphones, j'aurai 2 fois plus d'argent. Donc ça veut dire que l'investissement que j'avais fait a produit. Mais nous avons perdu le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a inflation. On est obligé, je suis obligé, franchement, je suis obligé de clore l'émission. On n'a plus le temps, malheureusement. On doit effectivement libérer l'invité, mais la télé, c'est aussi le temps, on ne pourra pas. Je crois que les questions sont notées. On va vous remettre toutes ces questions parce que c'est très sérieux ce qui se passe ici. Les Congolais sont venus avec des questions. J'ai beaucoup de questions d'ordre pharmaceutique, environnemental. Tout le monde a apporté des questions. On va vous le remettre. Mais nous ne sommes pas en campagne. Hein? Effectivement, on n'est pas en campagne. Il pourra peut-être revenir pour un autre exercice. Comment vous avez trouvé l'échange avec les Congolais? On va chuter par là. D'abord, je suis toujours très à l'aise lorsque je discute avec les jeunes. J'ai un principe, hein, je le dis toujours. Moi, j'aime les questions. Je n'ai jamais peur des questions. Pourquoi? Parce que en tant que politique, je suis censé être comme un miroir, comme un vitre. J'ai les mains blanches, je n'ai jamais bouffé votre argent, donc vous êtes libre de me poser les questions que vous voulez. Et je suis très à l'aise, je tente aussi de vous répondre. Et puis je m'identifie à vous parce que j'ai quand même un parcours qui n'est pas très extraordinaire. Donc je suis passé par le même parcours et puis voilà, j'ai quand même fourni un effort pour aller compétir au sommet, mais je vous comprends parce que j'ai vécu cette même vie-là et je n'ai jamais été aussi à l'aise qu'avec les jeunes. Et dans notre parti aussi d'ailleurs, vous allez trouver que la majorité des personnes qui nous accompagnent sont des jeunes. Donc voilà, c'est un exercice auquel je me prête le plus souvent et ça me rassure, ça m'encourage et puis ça me donne des leçons. Par exemple, le jeune qui a posé des questions sur l'environnement, il était venu là avec l'intention de me coincer. Il n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, c'était quand même un très bel échange. Mais j'ai aussi beaucoup appris. Cela veut dire que nous allons partir enrichir parce que lorsque nous avons établi la préservation de la planète comme pilier, c'est parce que dans l'horizon philosophique que nous sommes en train de défendre, nous voyons la planète Terre comme le sanctuaire de l'être humain parce que nous défendons l'humanisme. Il est entré dans des détails beaucoup plus importants. C'est ce que nous allons aborder dans notre plan d'action sur l'environnement. Donc de tels exercices justement nous permettent d'enrichir
notre projet de société, parce qu'un bon projet de société, c'est un projet de société conçu après échange avec les citoyens. Donc, merci beaucoup d'être venu et on espère que quand le plan d'action sera élaboré, vous reviendrez parce que vous avez vu que les gens sont restés avec leur satiété. Vous reviendrez peut-être répondre à toutes ces questions qu'on vous donnera tout à l'heure. C'est avec ces mots-là que je suis vraiment obligé de clore cette émission. C'était Choc d'idées. Les Congolais étaient venus discuter avec M. Setski Kouni. Je rappelle qu'il est président de Piste pour l'émergence. Il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2023 qui arrive et on va peut-être voir s'il va gagner cette fois-ci ou s'il va être élu un peu plus qu'en 2018. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans, vos grands écrans. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais probablement avec l'autre invité. Pour tous les politiques, c'est votre cadre. Venez discuter avec les jeunes, venez discuter avec les Congolais. C'est tout ce que nous voulons parce que nous voulons préparer un électorat responsable pour 2023. 5 ans, ce n'est pas rien. On ne votera plus celui qu'on ne connaît pas. On ne votera plus celui avec qui on n'a pas parlé. Et le seul endroit pour parler avec les Congolais, c'est Choc d'idées. Donc, on se voit très prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup. Merci.